Personne n'a jamais cru à mon histoire. Une vieille folle, disait-il. Mais après 58 ans, je peux enfin raconter la vérité sur ce qui s'est passé ce 10 juin 1966. Je m'appelle Marie de la Conception, mais tout le monde me connaît comme Madame Marie. Aujourd'hui, à 77 ans, mes cheveux blancs et mon corps fatigué par les années cachent la jeune fille de 19 ans que j'étais, une fille simple des Cévennes, qui rêvait du mariage et d'une vie digne aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Je suis née en 1947 dans un petit hameau près d'Anduze, fille d'agriculteurs qui survivait de ce que la terre calcaire permettait de cultiver. Nous étions 8 enfants, et dès le plus jeune âge, j'ai appris que la vie ne serait pas facile pour une fille pauvre du sud de la France. J'ai fréquenté l'école juste assez pour apprendre à lire et à écrire. Un privilège que beaucoup de mes amis n'ont pas eu. À 17 ans, j'ai rencontré Jean Lefebvre lors d'un marché dominical au village. Il travaillait comme comptable dans la distillerie qui dominait l'économie de la région, fils du colonel Augustin Lefebvre, propriétaire de la distillerie et de la moitié des terres fertiles de la commune. La différence sociale entre nous était abyssale. Moi, fille de fermier qui travaillait la terre d'autrui. Lui, héritier d'un petit empire rural. Pourtant, Jean semblait sincèrement amoureux. Il rendait visite à ma famille régulièrement, toujours respectueux, gagnant même la confiance de mon père, homme méfiant par nature. Notre relation a duré 2 ans, toujours à l'insu du colonel Augustin qui, selon Jean, avait besoin de temps pour accepter l'idée. « Mon père est un homme d'une autre époque », justifiait Jean. « Il rêvait d'une belle fille venant de la ville, éduquée dans un couvent. Mais quand nous serons mariés et qu'il te connaîtra mieux, il réalisera à quel point tu es spécial. » En janvier 1966, Jean a finalement trouvé le courage d'annoncer à son père notre relation et nos projets de mariage. La réaction fut exactement ce que nous craignions, une fureur absolue, des menaces de déshériter son fils, une interdiction catégorique de la relation. Le vieux a failli avoir une attaque, m'a raconté Jean après cette conversation, visiblement bouleversé. Mais je ne renoncerai pas à toi, Marie. S'il le faut, je renonce à l'héritage, à l'emploi à la distillerie, à tout. Étonnamment, dans les semaines qui suivirent, le colonel Augustin sembla reconsidérer sa position. Selon Jean, après de longues discussions, son père avait compris la force de notre amour et donné sa bénédiction, même à contre-cœur. Pour ma famille et moi, cela semblait être un miracle, le puissant colonel Augustin Lefebvre acceptant une belle fille pauvre, sans dot ni relation. Le mariage fut fixé au 10 juin 1966. Ce serait une cérémonie simple à la petite église Notre-Dame du Perpétuel Secours, suivie d'une fête dans la cour de la maison de mes parents, le maximum que nos moyens permettaient. À ma grande surprise, Jean annonça que son père avait insisté pour tout payer, comme un geste d'acceptation. « Il veut montrer qu'il fait un effort, Marie », expliquait Jean. « C'est sa façon de dire que tu seras la bienvenue dans la famille. » Le matin du mariage, ma mère et mes sœurs m'aidaient à me préparer. Ma robe n'était pas luxueuse, un modèle simple que la couturière locale avait fait en suivant un patron de magazine. Mais pour moi, elle était parfaite. Le voile avait été prêté par une cousine qui s'était mariée l'année précédente. Les chaussures, ma seule paire à talons hauts, achetées spécialement pour l'occasion. Vers 13 heures, j'ai reçu un message urgent. Paul, le contremaître de la distillerie, avait été envoyé par Jean pour me chercher. Selon lui, il y avait eu un changement soudain. Le colonel Augustin, dans un geste surprenant de générosité, avait décidé que le mariage aurait lieu dans la chapelle du domaine principal, et non à l'église du village. Le jeune patron Jean demande que vous veniez là-bas immédiatement, expliquait Paul, visiblement mal à l'aise. Il dit que vos parents et les invités ont déjà été prévenus et sont en route. Cela me paraissait étrange. Mes parents étaient partis tôt pour organiser les derniers détails à l'église et n'étaient ni revenus ni n'avaient envoyé de message concernant un changement de programme. De plus, la chapelle du domaine était à plus d'1 heure de route,
dans une propriété où je n'avais jamais mis les pieds. Mais comment ça, Paul? Mes parents ne sont pas revenus pour me prévenir. Le colonel a envoyé des voitures chercher tout le monde, mademoiselle. Il dit qu'il veut faire une surprise, une fête plus grande. Le jeune patron Jean vous attend là-bas. Et j'ai hésité, partagé entre la méfiance et la possibilité que ce soit réellement une tentative du colonel Augustin de nous faire plaisir. Peut-être avait-il réalisé que Jean ne renoncerait pas à moi et décidé d'accepter gracieusement la situation. Je dois parler à Jean d'abord, ai-je insisté, cherchant le seul téléphone disponible au village, dans l'épicerie de M. Manuel. Vous n'y arriverez pas, mademoiselle. Le téléphone du domaine est en panne et le jeune maître est très occupé avec les préparatifs. C'est pourquoi il m'a envoyé vous chercher en urgence. Après quelques hésitations, j'ai accepté d'y aller. Je me suis habillée entièrement, y compris le voile, et suis montée dans la Peugeot de Paul, accompagnée de ma sœur cadette, Annick, 14 ans, qui serait ma demoiselle d'honneur. Le chemin vers le domaine Beauregard était long et passait par des routes de campagne de plus en plus isolées. À mesure que nous nous éloignions du village, une anxiété croissante commençait à s'emparer de moi. Quelque chose ne semblait pas correct. Jean avait toujours prévu une cérémonie simple, respectant mes origines et les limitations financières de ma famille. Ce changement soudain pour la somptueuse chapelle du domaine ne lui ressemblait pas. « Paul !» ai-je demandé quand nous étions déjà sur la route depuis presque 1 heure. « Tu as vu mes parents arriver au domaine? Ils sont déjà là ?» L'homme a hésité un instant avant de répondre, sans quitter la route des yeux. « Je ne les ai pas vus, non, mademoiselle, mais le colonel a assuré que tous seraient amenés. » Quand nous sommes finalement arrivés au domaine Beauregard, mon cœur s'est serré. Il n'y avait pas de décoration de mariage, pas de mouvement d'invités, pas de signe de cérémonie en préparation. Il n'y avait que l'imposante bâtisse coloniale, quelques personnes du personnel marchant à la hâte dans la cour et un silence troublant. Le colonel Augustin nous attendait sur la véranda, fumant son cigare habituel. Grand, imposant dans son costume blanc, il avait le regard dur de quelqu'un habitué à être obéi sans questionner. « Où est Jean ?» ai-je demandé immédiatement en descendant de la voiture, tenant le bas de ma robe pour ne pas la salir sur la terre rouge de la cour. « Où sont mes parents ?» Le colonel a tiré une longue bouffée de son cigare avant de répondre. « J'en ai pas là, petite. Et vos parents n'ont pas été invités. »« Comment ça? Je ne comprends pas. Nous sommes ici pour le mariage. » Un sourire cruel s'est formé au coin de sa bouche. « Il n'y aura pas de mariage. Jean a pris le bateau pour l'Europe hier soir. J'ai enfin réussi à le convaincre d'accepter les études que j'ai toujours rêvé pour lui. Je suis restée paralysée, tentant de comprendre ce que j'entendais. C'est un mensonge. Jean ne ferait jamais ça. Il m'aime. Nous allions nous marier aujourd'hui. L'amour? Le colonel Augustin a ri, un son sec et sans humour. Vous êtes jeune, stupide. Jean avait besoin d'une impulsion pour comprendre où se trouve son avenir. Et ce n'est pas à vos côtés, une paysanne sans instruction. À ce moment-là, j'ai réalisé l'ampleur du piège dans lequel j'étais tombée. Je me suis retournée pour courir vers la voiture, tirant Annick par la main, mais 2 hommes bloquaient déjà notre chemin. « Ramenez la gamine !» ordonna le colonel se référant à ma sœur. « Quant à vous, dit-il en se tournant vers moi, nous avons des choses à régler. Je ne resterai pas ici. Vous ne pouvez pas m'y obliger, ai-je crié, tandis que je voyais ma sœur être traînée vers la voiture, pleurant et criant mon nom. Je peux et je vais le faire, répondit le colonel avec un calme effrayant. Sur ces terres, ma parole fait loi. Et vous, petite, devez apprendre quelle est votre place. Si vous suivez cette histoire jusqu'à présent, laissez un like et dites dans les commentaires d'où vous regardez. Votre interaction aide ce témoignage à atteindre plus de personnes et à briser le silence sur des crimes qui continuent à se produire dans les recoins de notre pays. J'ai été traînée à l'intérieur de la maison par 2 femmes qui travaillaient au domaine. Je me suis débattue, j'ai crié, j'ai supplié, mais c'était inutile. Entre ces murs épais, mes cris n'atteindraient personne qui pourrait ou voudrait m'aider.
Le colonel m'a suivi jusqu'à une pièce au fond de la maison où j'ai été pratiquement jeté sur une chaise. « Maintenant, écoute-moi bien, » dit-il en se penchant pour me regarder de près, l'odeur de cigare et d'alcool dans son haleine. « Tu pensais vraiment que je permettrais à mon fils unique, héritier de tout cela, d'épouser une moins que rien comme toi? Que je partagerais ma fortune avec les enfants que vous auriez? Que je laisserais le nom Lefebvre être traîné dans la boue de ton monde de gens qui n'ont pas un sou? » Des larmes coulaient sur mon visage, tachant le léger maquillage que ma sœur avait appliqué avec tant de soin quelques heures auparavant. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne chercherai plus jamais Jean, je vous promets. » « Partir ?» Il a ri à nouveau. « Et te laisser raconter à tout le monde que tu as été abandonné au pied de l'autel? Faire passer mon fils pour un lâche? Non, non, petite. Tu vas rester ici jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. Ma famille va me chercher, mes parents, mes frères. Ta famille a déjà été informée que toi et Jean vous étiez enfuis ensemble, que vous aviez décidé de commencer une nouvelle vie ailleurs sans prévenir personne. Ils y ont cru facilement. Après tout, quelle autre explication y aurait-il pour la disparition de la mariée le jour du mariage? Cette première nuit, j'ai été enfermée dans une petite chambre au fond de la maison principale, un espace qui servait clairement de débarras, adapté à la hâte pour me garder isolée. La robe de mariée, symbole des rêves brisés de ce jour, m'a été arrachée et remplacée par une robe simple en coton, du genre que portaient les domestiques du domaine. « À partir de demain, tu travailleras à la cuisine », m'informa Madame Jeanne, la gouvernante de la maison, une femme austère qui exécutait les ordres du colonel sans poser de questions. « Si tu essaies de t'enfuir ou de causer des problèmes, les conséquences seront sévères, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. » La menace était claire. Le colonel Augustin avait assez de pouvoir dans la région pour détruire ma famille s'il le voulait. Il pouvait faire en sorte que mon père perde son travail. Il pouvait chasser mes frères de l'école locale. Il pouvait même fabriquer des accusations qui les mèneraient en prison. J'ai passé cette première nuit en larmes, alternant entre désespoir et incrédulité. Comment Jean avait-il pu permettre cela? Était-il vraiment parti pour l'Europe, m'abandonnant? Ou était-il aussi une victime des plans cruels de son père? Les jours qui suivirent établirent la routine qui serait ma vie pendant les 12 années suivantes. Je me levais avant l'aube pour aider à la cuisine. Ensuite, je lavais le linge, nettoyais la maison, aidais à toutes les tâches ménagères. Le soir, épuisée, j'étais enfermée dans ma chambre jusqu'au matin suivant. Je ne recevais aucun salaire pour le travail. Juste de la nourriture, un toit au-dessus de ma tête et des vêtements simples quand ceux que je portais devenaient inutilisables. J'étais traitée par les autres employés avec un mélange de pitié et de distance. Tous savaient que j'étais là contre ma volonté, mais personne n'osait défier le colonel pour m'aider. Ma première tentative d'évasion eut lieu environ 3 semaines après mon enlèvement. Profitant d'un moment d'inattention du personnel pendant une fête à la maison principale, j'ai réussi à m'échapper par les jardins de la propriété. Je ne suis pas allé loin, moins de 2 kilomètres au-delà des limites du domaine, avant d'être retrouvé par les hommes de main du colonel qui avaient été envoyés à ma poursuite. Le châtiment fut sévère, des coups de fouet dans le dos, appliqués par le contremaître lui-même sur ordre du colonel, tandis qu'il observait en fumant son cigare. « Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui arrivera si tu réessaies, » m'avertit-il froidement. « La prochaine fois, c'est peut-être ta petite sœur qui en subira les conséquences. » Après cette tentative, ma surveillance fut intensifiée. J'ai été transférée dans une petite chambre au fond de la maison principale, près des quartiers du personnel. C'était un espace simple, mais au moins y avait-il une petite fenêtre, protégée par des barreaux de fer, et un vrai lit. Pendant des mois, j'ai tenté de découvrir des nouvelles sur Jean ou ma famille. Les quelques informations que je parvenais à obtenir étaient fraîches et fragmentées, chuchotées rapidement par un employé plus compatissant. « Ils disent que le fils du patron est bien en Europe », me raconta un jour Jeannette, une des cuisinières, en faisant semblant d'être concentrée sur la préparation d'un dessert. « Ils l'ont envoyé étudier au Portugal.
Il semble qu'il va y rester des années. Quant à ma famille, j'ai découvert que l'histoire du colonel avait effectivement été acceptée, tous croyant que j'avais fui avec Jean de mon plein gré. Une lettre contrefaite, soi-disant décrite de ma main, avait été remise à mes parents, expliquant la décision de partir sans dire au revoir. « Ta mère est tombée malade de chagrin », m'a révélé un autre employé des mois plus tard. « On dit qu'elle attend encore de tes nouvelles chaque semaine. » Cela a brisé mon cœur d'une façon que les coups de fouet ne pouvaient pas. L'idée de ma mère souffrant, attendant des nouvelles qui ne viendraient jamais, était une torture psychologique constante. Le temps passait lentement. J'ai appris à survivre un jour à la fois, à garder ma colère et mon désespoir dans un compartiment secret à l'intérieur de moi, à feindre la soumission, tout en jurant intérieurement qu'un jour je serai libre à nouveau. Environ 3 ans après mon enlèvement, j'ai reçu la première nouvelle concrète sur Jean. André, un nouvel employé venu de la ville, m'a reconnu grâce à des photos qu'il avait vues avant la disparition du couple amoureux que nous formions. Le fils du colonel était revenu du Portugal il y a 2 semaines, m'a-t-il chuchoté pendant que nous travaillions ensemble à l'écurie, loin des oreilles indiscrètes. Il est dans la préfecture, s'occupant des affaires de la famille là-bas. On dit qu'il va se marier avec la fille d'un politicien important. La nouvelle fut comme un coup de poignard. Jean était revenu en France et ne m'avait pas cherché. Il continuait sa vie, sur le point d'épouser une autre. Avait-il vraiment cru que je l'avais abandonné, comme son père lui avait probablement raconté? Ou pire, avait-il été complice du plan depuis le début? En 1972, 6 ans après mon enlèvement, quelque chose s'est produit qui a brièvement ravivé mon espoir. Un nouvel administrateur est arrivé au domaine, Jacques Dubois, un homme instruit de la capitale qui avait été engagé pour moderniser la production. Contrairement aux autres employés de confiance du colonel, Jacques me traitait avec humanité, demandant fréquemment de mes nouvelles ou m'offrant de petits gestes de gentillesse. Après quelques semaines à l'observer attentivement, j'ai décidé de prendre le risque et de lui raconter ma véritable histoire. Un après-midi où le colonel avait voyagé à la préfecture, j'ai trouvé Jacques seul dans le bureau du domaine, et entre des larmes contenues, j'ai narré comment j'avais été kidnappé le jour de mon mariage et gardé là contre ma volonté pendant toutes ces années. Sa réaction initiale fut l'incrédulité, puis l'horreur. « Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Le colonel est un homme dur, mais aller jusque-là, c'est la vérité, monsieur Jacques. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi à sortir d'ici. Ma famille doit penser que je suis morte après tant de temps. Il faut qu'il sache que je suis vivante. Il a promis de m'aider. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour planifier quelque chose avec soin, pour ne mettre aucun de nous en danger. Nous avons convenu de nous revoir la semaine suivante, quand il reviendrait d'un voyage d'affaires en ville. Jacques n'est jamais revenu. 3 jours plus tard, Madame Jeanne m'a informé sèchement que l'administrateur avait eu un accident sur la route qui reliait le domaine à la ville. Sa voiture avait fait une embardée dans un ravin, entraînant sa mort instantanée. Je n'ai pas cru une seconde à l'histoire de l'accident. Le colonel Augustin avait d'une manière ou d'une autre découvert notre conversation et éliminé la menace qui pesait sur son secret. Le message était clair. Quiconque essaierait de m'aider paierait de sa vie. Le désespoir qui s'ensuivit fut le plus profond que j'ai jamais connu. La seule chose qui m'empêchait de me suicider était l'espoir ténu de revoir un jour ma famille, de pouvoir dire la vérité. En 1973, le colonel Augustin a subi le premier d'une série d'AVC qui le rendrait progressivement invalide. D'homme fort et intimidant, il a commencé à se transformer en invalide, dépendant de soins constants. La gestion quotidienne du domaine est passée entre les mains des contremaîtres et des gérants, tandis que Madame Jeanne assumait le contrôle total de la maison principale. C'est durant cette période que j'ai commencé à planifier ma fuite plus sérieusement. Lentement, j'ai commencé à économiser de petites sommes d'argent que je réussissais occasionnellement à trouver ou à recevoir comme pourboire pour les services supplémentaires que je rendais lors des visites au domaine.
Mon opportunité arriva enfin en mai 1978, presque 12 ans après mon enlèvement. Une grande fête était en préparation au siège du domaine. Le mariage de la petite fille du colonel Augustin, fille de sa fille unique venue spécialement de la capitale pour célébrer la cérémonie dans la propriété familiale. La confusion était parfaite pour mes plans. Le samedi soir, jour de la fête, j'ai réussi à préparer secrètement un baluchon avec mes rares possessions importantes. L'argent économisé, une tenue de rechange, un petit médaillon avec une photo de moi à 19 ans que j'avais réussi à cacher toutes ces années. J'ai prévu de partir à l'aube du dimanche, quand tous seraient épuisés après la fête, possiblement beaucoup encore ivres. Les chiens seraient habitués aux mouvements inhabituels de personnes et moins vigilants pour une personne de plus se déplaçant dans la propriété. La nuit de la fête, j'ai travaillé sans relâche à la cuisine. Quand j'ai finalement été libérée, vers 2 heures du matin, je suis retournée à ma maison non pour me reposer, mais pour attendre le bon moment. À 4 heures, quand l'obscurité était encore complète mais que le jour commençait à s'annoncer à l'horizon, j'ai pris mon baluchon et suis sortie silencieusement. J'ai marché pendant des heures à un rythme constant, d'abord à travers les champs de canne à sucre du domaine, puis par les pâturages des propriétés voisines. Le soleil s'est levé et a commencé à brûler, mais je n'ai pas osé m'arrêter pour me reposer. Je savais que mon absence serait remarquée dès le lever du jour et la recherche commencerait immédiatement. Vers midi, épuisée et les pieds en sang dans mes chaussures usées, j'ai enfin aperçu les premiers signes de la ville, des toits au loin, un clocher d'église. La vue m'a donné des forces renouvelées pour continuer, malgré la faim et la soif qui me tourmentaient. Je suis entrée dans la petite ville de Saint-Jacques-des-Vignes, avec le cœur battant, consciente que je n'étais toujours pas complètement en sécurité. Je me suis dirigée vers la gare routière, un bâtiment modeste au centre de la ville. « Quand part le prochain car pour la préfecture ?» ai-je demandé à l'employé au guichet. « Il y en a un qui part dans 40 minutes. » J'ai payé avec une partie de l'argent économisé au fil des années et me suis assise dans le coin le plus discret de la petite salle d'attente, observant nerveusement chaque personne qui entrait. Quand le car est finalement arrivé, j'ai monté avec des jambes tremblantes, me suis assise au dernier rang et n'ai pu respirer un soupir de soulagement que lorsque les roues ont commencé à tourner, m'emmenant loin de cet endroit qui avait été mon enfer personnel pendant 12 ans. Si vous suivez cette histoire jusqu'à présent, please laissez un like et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre interaction aide cette vidéo à toucher plus de personnes et à continuer à exposer des réalités que beaucoup préféreraient garder cachées. Dans la préfecture, j'ai fait face au défi de recommencer comme une femme qui officiellement n'existait plus. Sans papier, sans logement, sans référence. Avec le peu d'argent qui me restait, j'ai trouvé une chambre dans une pension simple dans un quartier périphérique. La propriétaire, une dame âgée, a accepté mon histoire comme quoi j'avais perdu mes papiers pendant le voyage. Installée dans la petite chambre, je me suis enfin permis de m'effondrer sur le lit et de pleurer. Des larmes de soulagement, de douleur accumulée, d'incertitude face à l'avenir. Le lendemain, j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. Je devais contacter ma famille, mais je craignais de le faire directement. Et si le colonel les surveillait, attendant que j'apparaisse? J'ai décidé de chercher de l'aide juridique d'abord. Grâce aux indications de mon hôtesse à la pension, j'ai trouvé un cabinet d'avocats d'aide juridique qui offrait des consultations gratuites aux personnes démunies. L'avocat qui m'a reçu était jeune, fraîchement diplômé, avec des yeux doux qui me rappelaient mon père. J'ai raconté mon histoire, depuis les fiançailles avec Jean jusqu'à l'enlèvement le jour du mariage, les 12 années de captivité, ma récente évasion. « Madame Marie, dit-il après avoir tout écouté, ce que vous rapportez constitue des crimes gravissimes, enlèvement, séquestration, travail forcé. Mais sans papier, sans preuve. Il sera très difficile de monter un dossier après tant de temps. Je n'ai pas de preuves sur papier, maître, ai-je répondu. Mais j'ai des marques sur le corps. J'ai une connaissance détaillée d'une propriété où je n'aurais jamais dû mettre les pieds. Je sais des choses sur la famille Lefebvre
que seul quelqu'un de l'intérieur saurait. Et j'ai ceci. J'ai sorti de sous ma chemise le petit médaillon que j'avais réussi à cacher toutes ces années avec une petite photo de moi à 19 ans, le jour des fiançailles. C'est moi, maître, Marie de la Conception Rousseau, la fiancée qui a fui le jour du mariage, la femme que tous pensaient avoir abandonné sa famille de son plein gré. L'avocat a examiné le médaillon avec soin. C'est un début, mais nous avons besoin de plus. Vous réussissez à identifier d'autres personnes qui travaillaient au domaine, quelqu'un qui pourrait corroborer votre histoire. J'ai listé des noms d'employés, d'administrateurs, de visiteurs fréquents du domaine. J'ai mentionné des détails spécifiques sur la propriété, sur la routine du colonel, sur des événements qui avaient eu lieu au fil des années. La première étape est d'établir votre identité légale à nouveau, expliqua l'avocat. Ensuite, nous pouvons commencer à construire un dossier pénal contre le colonel Augustin et tous ceux impliqués dans votre enlèvement et séquestration. Dans les semaines qui suivirent, avec l'aide du jeune avocat, M. Paul Durand, qui avait fait de ma cause une mission personnelle, j'ai commencé le processus complexe de récupération de mon identité légale. Des photos anciennes ont été retrouvées, des parents éloignés ont été contactés discrètement, d'anciens registres ont été consultés. J'ai découvert que ma mère vivait encore, maintenant âgée de presque 70 ans, habitant avec ma sœur Annick, qui était devenue enseignante dans la ville proche de notre village natal. Les retrouvailles avec elle furent le moment le plus émouvant et douloureux de tout ce parcours. M. Paul a organisé la rencontre dans son cabinet, les préparant soigneusement au choc de me voir vivante après tant de temps. Quand la porte s'est ouverte et que ma mère est entrée, appuyée au bras d'Annick, le temps a semblé se figer. « Ma fille » a-t-elle chuchoté, étendant sa main tremblante vers moi. « C'est vraiment toi ?» J'ai couru dans ses bras, me permettant enfin de craquer complètement. Nous avons pleuré ensemble, ma mère, Annick et moi, une étreinte qui tentait de récupérer 12 années de séparation forcée. « Je savais, » dit ma mère, tenant mon visage entre ses mains ridées. « Dans mon cœur, j'ai toujours su que tu ne nous avais pas abandonnés de ton plein gré. Je n'ai jamais cru à cette lettre. » Annick, maintenant une femme de 26 ans, m'a raconté comment notre famille avait été détruite par ma supposée fuite. Comment notre père était mort encore amer, comment nos frères et sœurs s'étaient dispersés. Pendant longtemps, j'ai été en colère contre toi, a-t-elle admis. Je ne pouvais pas comprendre comment tu avais pu nous abandonner comme ça. Ce n'est qu'au cours des dernières années que j'ai commencé à soupçonner qu'il avait dû se passer quelque chose de terrible, que tu ne ferais jamais cela par choix. Avec le soutien de ma famille et le dévouement infatigable de M. Paul, nous avons commencé à construire un dossier formel contre le colonel Augustin Lefebvre. Le processus fut lent et plein d'obstacles. Comme l'avait prédit le jeune avocat, de nombreuses portes se sont fermées devant nous. Des commissaires refusaient d'enregistrer la plainte complète. Des juges tardaient à autoriser les enquêtes. Des témoins avaient peur de parler. C'est comme affronter un mur invisible, a soupiré M. Paul après une audience de plus reportée. Tous connaissent le nom Lefebvre, tous craignent les conséquences de se positionner contre eux. Mais nous avons persisté. Lentement, nous avons pu localiser d'anciens employés du domaine qui avaient été témoins de ma captivité et étaient disposés à témoigner. L'un d'eux, M. Manuel, ancien responsable du bétail qui avait été injustement licencié des années auparavant, fut particulièrement précieux. Il avait tenu un journal détaillé des irrégularités du domaine, incluant des mentions de la jeune femme qui vivait comme prisonnière. La presse locale a d'abord ignoré l'affaire, mais un journaliste d'investigation d'un journal de la préfecture s'est finalement intéressé à l'histoire. Le premier article, publié presque 8 mois après ma fuite, avait un titre accrocheur « Enlevé le jour de son mariage, l'incroyable histoire de Marie de la Conception ». L'article sur mon enlèvement et ma captivité a provoqué l'émoi dans la préfecture et s'est rapidement propagé aux journaux nationaux. Soudain, je me suis retrouvée au centre d'une tempête médiatique à laquelle je n'étais pas préparée.
La réponse de la famille Lefebvre fut rapide et agressive. Par l'intermédiaire de leurs avocats, ils ont émis un communiqué officiel qualifiant mes accusations de fantaisistes et calomnieuses. Selon eux, j'avais effectivement fui avec Jean le jour du mariage, mais notre relation s'était terminée peu après. Par honte et remords, j'aurais choisi de rester comme employé volontaire au domaine, recevant le gîte et le couvert en échange de travail. La famille Lefebvre a toujours traité mademoiselle Marie de la Conception avec dignité et respect, disait le communiqué, publié comme article payant dans les principaux journaux. Il est regrettable qu'elle maintenant, probablement mal conseillée, tente d'extorquer financièrement une famille traditionnelle à travers des accusations absurdes. Parallèlement à la bataille médiatique, l'enquête criminelle rencontrait des obstacles significatifs. Le commissaire assigné à l'affaire se montrait visiblement mal à l'aise avec la situation, traînant les pieds sur les démarches de base. L'autorisation pour une expertise au domaine tardait à arriver, les témoins étaient entendus superficiellement, les preuves matérielles tardaient à être recueillies. Le colonel Augustin, à ce moment-là, était dans un état critique de santé. Des nouvelles, qui nous parvenaient à travers le personnel de l'hôpital, confirmaient qu'il reprenait rarement pleinement conscience, alternant entre des états de semi-conscience et de coma induit. Un an après ma fuite, un événement inattendu a changé le cours de l'affaire. Jean Lefebvre, fils du colonel et l'homme avec qui j'étais sur le point de me marier ce fatidique jour de 1966, a contacté Meupol, demandant à me rencontrer. Il dit qu'il ne connaît que maintenant la vérité, qu'il veut expliquer sa version, m'a rapporté mon avocat. La décision vous appartient, Madame Marie. Vous n'avez pas besoin de le voir si vous ne le voulez pas. Après des jours à réfléchir à la proposition, j'ai décidé d'accepter la rencontre. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre comment l'homme qui avait juré m'aimer avait pu m'abandonner à ce destin horrible pendant si longtemps. La rencontre a eu lieu dans le cabinet de Meupol. Quand Jean est entré dans la pièce, j'ai eu du mal à reconnaître l'homme qui avait été mon fiancé. À 47 ans, il paraissait beaucoup plus vieux. Cheveux grisonnants clairsemés, visage marqué par l'alcool, yeux sans l'éclat qui m'avaient autrefois séduite. « Marie, dit-il, la voix nouée en me voyant. Mon Dieu, c'est vraiment toi. C'est moi, Jean. Où est-ce qu'il reste de moi après 12 ans de captivité au domaine de ton père ?» Il s'est laissé tomber lourdement sur la chaise en face de moi, les yeux fixés sur ses propres mains. Je ne savais pas, commença-t-il, la voix presque un murmure. Je jure devant Dieu que je ne savais pas que tu étais là toutes ces années. Mon père m'a dit que tu avais renoncé au mariage, que tu avais fui avec un autre homme. Il m'a montré une lettre soi-disant écrite de ta main. Et tu l'as crue, sans questionner, sans me chercher? La douleur de décennies était évidente dans ma voix. Si, j'ai questionné, au début, mais mon père avait des preuves, Marie. Un homme de la ville jurait t'avoir vu monter dans une voiture avec un autre garçon la nuit précédant le mariage. La lettre avait ton écriture, ou ce qui semblait être, et j'étais jeune, trop orgueilleux. Je me sentais humilié, trahi. La manipulation du colonel Augustin avait été encore plus extensive et calculée que je ne l'imaginais. Il ne m'avait pas seulement kidnappé, mais avait construit un récit élaboré pour Jean, complet avec de faux témoignages et des documents falsifiés. « Quand as-tu enfin su la vérité ?» ai-je demandé. « Il y a 3 semaines, un ancien contremaître du domaine, sur son lit de mort, a fait venir mon cousin pour lui avouer. Il a dit qu'il ne voulait pas partir en emportant ce péché avec lui. Il a tout raconté. Comment mon père avait ordonné ton enlèvement, comment tu avais été retenue prisonnière toutes ces années. Je ne pouvais pas le croire. J'avais besoin de vérifier de mes propres yeux. Jean a alors expliqué qu'il était prêt à témoigner contre son propre père, a confirmé que le colonel avait délibérément planifié d'empêcher notre mariage, qu'il avait systématiquement menti sur ta localisation, qu'il avait un caractère et des antécédents compatibles avec les crimes dont il était accusé.
Le témoignage de Jean fut un tournant dans l'affaire. En tant que fils du colonel et membre respecté de la société locale, ces paroles avaient un poids que mes accusations seules n'avaient pas. Le commissaire qui hésitait auparavant se trouvait maintenant obligé d'agir avec plus de détermination. 2 semaines après la déposition de Jean, une ordonnance judiciaire a enfin autorisé une expertise complète au domaine Beauregard. J'ai accompagné l'équipe de police et les experts, les guidant dans les lieux où j'avais été détenu. J'ai montré où se trouvaient les chaînes occasionnellement utilisées comme punition, les endroits où j'avais été agressé, les cachettes improvisées, où je gardais de petits objets personnels. Là, ai-je indiqué en tremblant vers un coin spécifique de la remise à outils. C'est là que le contremaître m'a fouetté quand j'ai essayé de m'enfuir la première fois. Il doit y avoir des traces de sang sur les planches du fond si on déplace l'armoire. En effet, quand le lourd meuble a été déplacé, des taches assombries par le temps étaient encore visibles sur le bois. L'expert médico-légal a soigneusement prélevé des échantillons. L'enquête a révélé plus que ce que nous attendions. D'autres femmes avaient été maintenues dans des conditions similaires au domaine au fil des décennies. Pas nécessairement kidnappées comme moi, mais certainement exploitées et maltraitées. 3 mois après l'expertise au domaine, avec le colonel Augustin toujours hospitalisé, mais maintenant formellement inculpé, le parquet a déposé une accusation formelle contre lui et 5 autres personnes, dont Madame Jeanne, Paul, le contremaître qui m'avait amené au domaine le jour du mariage, et 2 administrateurs qui avaient activement participé à ma surveillance et mes punitions au fil des années. L'affaire avait maintenant un nom officiel, Opération mariée en captivité. Les crimes énumérés incluaient enlèvement, séquestration, travail forcé, coups et blessures, falsification de documents et plusieurs autres. La famille Lefebvre, voyant la situation se détériorer rapidement, a proposé un accord extrajudiciaire, une indemnisation millionnaire en échange du retrait des accusations criminelles. 2 millions d'euros, une fortune, Madame Marie, m'informa Paul. Cela vous permettrait de vivre confortablement pour le reste de vos jours. Je ne suis pas intéressé, ai-je répondu fermement. Je ne veux pas d'argent, je veux la justice. Je veux que tous sachent ce qui m'est arrivé et que les responsables soient punis selon la loi. 2 semaines plus tard, le destin est intervenu. Le colonel Augustin Lefebvre est décédé à l'hôpital, n'ayant jamais repris pleinement conscience après son dernier AVC. Sa mort, bien qu'attendue étant donné son état, a compliqué le procès criminel. Le principal accusé ne pouvait plus être jugé. Le procès criminel s'est poursuivi contre les autres accusés. Le jugement a eu lieu presque 2 ans après ma fuite. J'ai assisté à chaque session aux côtés de Paul, écoutant les témoignages, les défenses désespérées, les tentatives de minimiser les responsabilités individuelles en transférant toute la culpabilité au défunt colonel. J'exécutais seulement des ordres, répétaient plusieurs d'entre eux, un écho troublant de justifications utilisées dans d'autres moments sombres de l'histoire. Le verdict final est tombé un jeudi pluvieux de juillet 1981. Madame Jeanne a été condamnée à 8 ans de prison, Paul, le contremaître, à 12 ans, les 2 administrateurs à 6 et 9 ans, respectivement. Parallèlement au procès criminel, Paul menait le procès civil que nous avions intenté contre la succession du colonel Augustin, demandant une indemnisation pour les dommages causés pendant ma captivité. Cette affaire se prolongerait beaucoup plus longtemps, faisant face à des appels successifs de la famille Lefebvre qui tentait de protéger sa fortune. Tandis que les procès suivaient leur cours, j'ai essayé de reconstruire ma vie. À 32 ans, avec seulement une éducation de base et 12 ans de trou noir dans mon CV, mes options professionnelles étaient extrêmement limitées. J'ai commencé à travailler comme aide dans l'école où ma sœur enseignait. « Tu devrais retourner aux études », suggéra Annick un soir. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tu pourrais finir le collège, peut-être même le lycée. » Avec ces encouragements constants, je me suis inscrite à un programme du soir d'éducation pour adultes. En 1983, j'ai terminé l'équivalent du collège.
En 1985, j'ai obtenu mon baccalauréat à 39 ans. Pendant ce temps, mon affaire continuait de faire écho dans les médias et dans les cercles académiques et juridiques. J'ai été invité à donner des conférences dans des facultés de droit, à participer à des séminaires sur l'esclavage moderne, à partager mon expérience avec des groupes de soutien aux victimes de violences. En 1986, 5 ans après le début du procès civil, une décision favorable en première instance est enfin tombée. Le juge a déterminé que la succession du colonel Augustin Lefebvre payerait une indemnisation d'un montant significatif pour les dommages causés. C'est à cette époque que j'ai rencontré Antoine Dubois, un professeur d'histoire qui avait participé à un des séminaires où j'avais partagé mon expérience. Veuf, avec des enfants déjà adultes, Antoine s'était d'abord rapproché par intérêt académique pour mon histoire. Il menait des recherches sur les formes contemporaines de travail forcé dans le sud de la France. En Antoine, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu. Un homme qui me voyait complètement comme son égal, qui respectait profondément mon parcours sans me réduire à lui, qui ne me faisait jamais sentir abîmé par mon passé. En 1990, après 3 ans de relation, nous avons décidé de nous marier dans une cérémonie simple, juste avec la famille et les amis proches. À 44 ans, j'ai enfin eu le mariage qui m'avait été volé. Pas avec le même homme, certes, mais peut-être avec quelqu'un beaucoup plus en harmonie avec ce que j'étais devenu à travers les épreuves de la vie. Cette même année, la Cour de justice a finalement confirmé la décision de première instance dans le procès civil, augmentant même le montant de l'indemnisation. La famille Lefebvre, voyant sa fortune et sa réputation progressivement érodées par la prolongation de l'affaire, a finalement décidé de ne pas faire appel devant les juridictions supérieures. L'argent de l'indemnisation a apporté une sécurité financière que je n'avais jamais connue. Nous avons pu acheter une maison confortable et créer une petite fondation pour aider les femmes en situation de vulnérabilité, en particulier celles dans les zones rurales isolées, où des abus comme celui que j'avais subi se produisaient encore fréquemment. La Fondation Nouveau Départ, comme nous l'avons baptisée, est devenue mon occupation principale dans les années qui suivirent. Travaillant en partenariat avec des organisations de droits humains et des autorités publiques, nous aidions à identifier et secourir des personnes en situation d'esclavage moderne. Nous offrions un hébergement temporaire et une assistance juridique aux victimes et nous promouvions des campagnes éducatives sur le sujet. Si vous suivez cette histoire jusqu'à présent, laissez votre like et commentez de quelle ville vous nous regardez. Votre interaction est fondamentale pour que plus de personnes connaissent ces réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, à 67 ans, je regarde le chemin parcouru avec un mélange de douleur et de gratitude. La douleur pour les cicatrices qui n'ont jamais complètement disparu, pour les opportunités perdues, pour les années volées de ma jeunesse. La gratitude d'avoir survécu, d'avoir trouvé la force de reconstruire une vie significative, d'avoir transformé ma souffrance en un outil pour aider les autres. Antoine est parti il y a 5 ans, un cancer fulminant qui l'a emporté en quelques mois. Ce furent 27 ans d'un mariage qui, bien que tardif, m'a apporté une paix que je n'aurais jamais imaginé possible après ma captivité. Son absence a laissé un vide immense, mais aussi un héritage d'amour et de compagnonnage qui me soutient encore aujourd'hui. Ma mère a vécu assez longtemps pour voir ma vie se reconstruire. Elle est décédée en 1994 à 83 ans, en paix, en sachant que sa fille allait bien et était en sécurité. Annick continue d'être mon ancre, ma sœur et meilleure amie. Maintenant aussi grand-mère fière de 3 petits-enfants qui grandissent en entendant l'histoire de Tante Marie, comme une leçon sur la résilience et la justice. La Fondation Nouveau Départ s'est développée au-delà de mes attentes initiales. Ce qui avait commencé comme un petit projet personnel fonctionne maintenant dans 5 départements, avec une équipe dévouée d'avocats, d'assistants sociaux, de psychologues et d'éducateurs. Nous avons déjà aidé à secourir plus de 2000 personnes de situation d'esclavage moderne et avons offert un soutien à des milliers d'autres dans leur parcours de récupération. Vous êtes une inspiration pour nous toutes,
m'a dit récemment une jeune avocate qui a rejoint l'équipe de la Fondation. C'est en lisant sur votre affaire à la faculté que j'ai décidé de me spécialiser dans les droits humains. C'est étrange d'être vue comme une inspiration quand, pendant si longtemps, j'ai été vue seulement comme une propriété, un objet à utiliser et à jeter. Cette transformation du récit, de victime passive à survivante active, a été l'un des aspects les plus difficiles et aussi les plus importants de ma guérison. Ces 10 dernières années, je me suis spécialement consacrée à partager mon histoire avec les nouvelles générations. Je visite des écoles, des universités, des centres communautaires, parlant de ce que j'ai vécu non seulement pour préserver la mémoire de ces événements, mais pour alerter sur la manière dont les formes modernes d'esclavage et d'abus de pouvoir continuent d'exister en plein XXIe siècle. Comment avez-vous réussi à ne pas devenir folle pendant ces 12 ans? C'est la question que je reçois le plus fréquemment des jeunes étudiants, toujours fascinés par l'idée de résistance psychologique dans des conditions extrêmes. En trouvant de petites libertés là où elles semblaient impossibles, je réponds toujours. Dans mes pensées, dans les histoires que je me racontais, dans les plans que je faisais pour l'avenir, aussi improbables qu'ils puissent paraître. En captivité, j'ai découvert qu'il y a des espaces intérieurs où personne ne peut toucher, pas même le colonel le plus puissant avec son fouet. En 2016, à 70 ans, j'ai publié mes mémoires complètes, Enlevé à l'hôtel, 12 ans de captivité au domaine Beauregard. Le livre, écrit avec l'aide d'une journaliste expérimentée, est devenu un succès inattendu, traduit en plusieurs langues et adopté comme lecture dans des cours de droits humains, dans des universités à travers le pays. Les revenus, naturellement, ont été entièrement destinés à la Fondation. La publication du livre a ramené l'attention nationale sur mon histoire, cette fois dans un contexte plus large, de discussion sur les structures de pouvoir dans la France rurale, l'héritage seigneurial et la violence contre les femmes. J'ai été invité à témoigner devant une commission d'enquête parlementaire sur l'esclavage moderne, une opportunité que j'ai utilisée pour plaider en faveur d'une législation plus rigoureuse et d'une surveillance plus efficace des propriétés rurales isolées. Ce qui me hante le plus, ai-je dit aux parlementaires, est que mon histoire s'est déroulée il y a plus de 50 ans, mais pourrait facilement se produire aujourd'hui dans un domaine isolé de ce pays. Les mécanismes qui permettent ce type d'abus, l'isolement géographique, la concentration du pouvoir économique et politique entre les mains de quelques-uns, la dévalorisation des vies considérées comme moins importantes, restent présents dans notre société. La répercussion du livre m'a aussi mise en contact avec d'autres survivantes de situations similaires, des femmes qui, comme moi, avaient été maintenues en captivité dans des domaines isolés pendant des périodes significatives. Une de ces femmes, Joséphine, avait été gardée pendant 27 ans dans un domaine en Corse, plus du double de mon temps en captivité. Comment j'aide quelqu'un qui est passé par cela si longtemps? M'a demandé l'assistante sociale responsable du dossier, désespérée par la profondeur du traumatisme et le manque de ressources adéquates pour le traitement. J'ai rendu visite à Joséphine plusieurs fois au centre d'accueil où elle recevait des soins de base. Lors des premières rencontres, elle me regardait à peine dans les yeux, répondant seulement par monosyllabes. Avec le temps, elle a commencé à s'ouvrir, d'abord en petits gestes, puis en phrases courtes, éventuellement en histoire complète sur sa captivité. « Vous comprenez ?» m'a-t-elle dit lors de notre 5e ou 6e rencontre. Les autres essaient, mais ils ne savent pas ce que c'est. Cette connexion, la reconnaissance mutuelle entre survivantes, était quelque chose qu'aucune thérapie formelle ne pouvait reproduire. Joséphine est finalement devenue l'une des premières bénéficiaires d'un programme spécifique de la Fondation Nouveau Départ pour les victimes de captivité prolongée, recevant un soutien personnalisé pour sa réintégration graduelle dans la société. En 2018, une nouvelle génération de cinéastes s'est intéressée à mon histoire. Une jeune réalisatrice a proposé un documentaire qui non seulement revisite les faits de mon enlèvement et ma captivité, mais explore leurs ramifications contemporaines et les changements ou leur absence dans les structures de pouvoir rural en France dans les décennies suivantes. Le documentaire, Mariée captive, une histoire de résistance,
a été diffusée en 2020 et a reçu des éloges critiques dans des festivals nationaux et internationaux. Une des scènes les plus marquantes a été mon retour au domaine Beauregard, maintenant abandonné et en ruine, après la faillite et la dissolution finale des affaires de la famille Lefebvre. « Comment vous sentez-vous en étant ici de nouveau ?» m'a demandé la réalisatrice pendant que les caméras enregistraient ma réaction en entrant dans l'ancienne maison principale, maintenant envahie par la végétation et l'abandon. « C'est étrange, » ai-je répondu après un moment de réflexion. Cet endroit a occupé tant d'espace dans mes cauchemars pendant des décennies, et maintenant il est ainsi réduit à des ruines. Le colonel Augustin se retournerait probablement dans sa tombe s'il voyait sa propriété orgueilleuse dans cet état. Il y a quelque chose de justice poétique là-dedans, n'est-ce pas? Il est parti, son empire s'est effondré, mais je suis là, toujours debout, racontant mon histoire. À 75 ans, j'ai reçu la médaille du mérite des droits de l'homme, décernée par le gouvernement pour le travail réalisé avec la Fondation Nouveau Départ et pour la contribution à la lutte contre l'esclavage moderne en France. Pendant la cérémonie de remise, j'ai regardé l'assistance et j'ai vu des visages de toutes les générations, depuis des dames âgées qui auraient pu être mes contemporaines, jusqu'à de jeunes activistes au début de leur parcours. J'ai vu ma sœur Annick, maintenant une dame aux cheveux blancs, applaudissant avec des larmes dans les yeux. J'ai vu des survivantes que nous avions secourues au fil des années, maintenant reconstruisant leur vie avec dignité. Cette médaille, ai-je dit dans mon bref discours de remerciement, ne m'appartient pas seulement. Elle appartient à chaque personne qui a refusé d'accepter le silence comme réponse, à chaque autorité qui a fait son travail avec intégrité, à chaque citoyen qui n'a pas détourné son visage de la souffrance d'autrui. Elle appartient surtout à ceux qui sont encore aujourd'hui en situation de captivité dans quelques coins de ce pays et qui, j'espère, pourront un jour aussi raconter leurs histoires de libération. L'année dernière, la Fondation Nouveau Départ a inauguré son initiative la plus ambitieuse, le Centre de récupération et de citoyenneté Marie de la Conception, un complexe spécialement conçu pour accueillir et réhabiliter les victimes secourues d'esclavage moderne et de situations similaires. Le centre représente la matérialisation du rêve qui a commencé à prendre forme pendant mes années de captivité. Transformer ma souffrance en quelque chose qui pourrait prévenir ou alléger la souffrance des autres. La vérité est que je ne me suis jamais complètement rétablie. Les cauchemars ont diminué avec le temps, mais n'ont jamais totalement disparu. Je me réveille encore occasionnellement au milieu de la nuit, momentanément convaincu que je suis de retour dans cette petite chambre au fond de la maison principale. Je sursaute encore au bruit soudain. J'ai toujours des difficultés avec les espaces confinés. Ces cicatrices émotionnelles font partie de ce que je suis devenu. Je ne les cache plus, je n'ai plus honte d'elles. Ce sont les marques d'une bataille que j'ai gagnée, des rappels d'une force intérieure que je ne savais même pas posséder. Jean Lefebvre est décédé il y a 2 mois. La nouvelle m'a touché avec une mélancolie que je ne m'attendais pas à ressentir, comme la clôture finale d'un chapitre qui avait commencé ce lointain jour de juin 1966. Avec son départ, j'étais maintenant la seule témoin vivante des événements qui avaient si profondément façonné nos trajectoires divergentes. Récemment, j'ai beaucoup réfléchi sur la signification de la survie. Pas seulement au sens physique, mais au sens plus large, de maintenir intacte sa propre humanité dans des circonstances conçues pour la détruire. Comment avez-vous réussi à garder votre santé mentale pendant ces 12 ans ? M'a demandé une jeune journaliste lors d'une interview récente. En développant une vie intérieure riche, ai-je répondu. Quand votre monde extérieur est réduit à 4 murs et au travail forcé, vous apprenez à habiter plus pleinement les espaces à l'intérieur de votre propre esprit. J'inventais des histoires, recréais des souvenirs en détails vivides, planifiais minutieusement ce que je ferais quand, pas si, mais quand, je réussirais à m'échapper. Et surtout, je refusais de me voir comme il me voyait, un objet, une propriété. Cette vie intérieure, cultivée pendant la captivité comme mécanisme de survie, est restée avec moi
dans les décennies suivantes. Je suis devenue une observatrice aiguisée de la nature humaine, sensible aux courants sous-jacents de pouvoir et de contrôle dans les relations, attentive aux signes subtils de manipulation et d'abus que beaucoup ne perçoivent pas. Maintenant, à la fin de mon parcours, je vois que ma plus grande victoire n'a pas été seulement de survivre ou même d'obtenir justice devant les tribunaux. C'était de refuser d'être défini par ce qu'on m'avait fait. C'était de transformer une expérience de déshumanisation en un outil pour réaffirmer l'humanité des autres. C'était de découvrir que, même dans les endroits les plus sombres, existe la possibilité de lumière. S'il y a un message que j'aimerais laisser à ceux qui entendent mon histoire, c'est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour chercher la justice, il n'est jamais trop tard pour briser le silence, il n'est jamais trop tard pour transformer la douleur en but. Et surtout, ne laissez jamais, jamais personne voler non seulement votre liberté, mais votre conviction que vous méritez d'être libre. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Ensemble, nous pouvons donner de la visibilité à ces histoires et peut-être, juste peut-être, aider à prévenir que d'autres, mariées captives, n'apparaissent dans les coins reculés de ce pays.